Salam alaikum. Salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour m'avoir invité à cet événement. Et moi, je pense que je suis un peu différent des autres intervenants pour une chose, c'est que je suis un lauréat de l'EST, de Casablanca, deuxième promotion. Et donc, le fait d'être ici, ça me fait quelque chose de différent. Et je me vois aussi, en fait, une sorte de projection de vous. C'est-à-dire, en fait, j'ai commencé ma carrière en tant que technicien en électronique, génie électrique, informatique industrielle. Et j'ai commencé un premier travail au sein d'une multinationale qui s'appelle ST Microelectronics, qui est d'ailleurs l'une des plus importantes entreprises, du fait qu'en fait c'est elle qui va prendre en charge la fabrication des fameuses microchips, des puces qui avaient connu un blocage durant la période du Covid. Et puis après, je suis devenu je suis devenu un supply chain manager chez Decathlon, en France, pour venir au Maroc et ouvrir Decathlon Maroc. Donc j'ai passé 3 années dans cette grande école, parce qu'on apprend beaucoup de choses. C'est là où j'ai appris les métiers du supply chain management. Sachant que ma formation de base, en fait, je suis technicien en électronique, j'ai un diplôme d'ingénieur en production, en textile habillement. Oui, j'avais changé de métier, parce que le textile, c'était une opportunité, parce que c'était un secteur qui marchait très bien, donc je suis opportuniste, oui. Et je me suis trouvé donc après à faire un DEC en management de projet et innovation. Et puis, j'ai réintégré le monde professionnel pour travailler en tant que supply chain manager, puis en tant que directeur logistique d'un grand groupe de 7000 personnes, de 8 entreprises. Puis après, j'ai été directeur qualité dans un groupe anglais. Et puis après, j'ai fait directeur production et directeur technique. Après pratiquement 15 années, je suis tombé dans l'enseignement. Alors là, on m'avait demandé de venir à l'école supérieure des textiles d'habillement pour monter le premier diplôme d'ingénieur d'État au Maroc en logistique. Et c'est là où en fait, j'ai renforcé un petit peu mes connaissances et mes recherches en logistique. Puis après, je suis devenu directeur de l'Institut supérieur du transport et de la logistique jusqu'en 2008, où j'ai créé le premier cabinet de conseil spécialisé en ligne manufacturing. Et depuis ce moment-là, je fais du conseil et je fais aussi de l'enseignement. Donc j'ai dans mon actif pratiquement quelque chose comme 50 000 heures de formation, aussi bien en formation présentielle qu'en initiale, qu'en e-learning. Et puis j'ai développé pas mal de formations et de cours et de mini-cours en e-learning, toutes ces formations et cours autour de e-learning sur le management industriel, la logistique et autres. Voilà. Et donc je suis très content d'être là et je vais partager avec vous aujourd'hui une certaine vision des choses, parce qu'en fait j'avais commencé à faire une thèse en 2016, avec le Covid et tout ça, c'était un peu difficile. Et ma thèse c'était sur la maturité des systèmes d'information et la maturité de la supply chain et le fitting entre les deux maturités, c'est-à-dire quel est le meilleur choix pour une entreprise en termes de solutions, donc des systèmes d'information, d'intégration de systèmes d'information. Après, j'ai découvert beaucoup de choses, parce que vous savez, la recherche, c'est jamais un parcours linéaire, hein, ça va dans tous les sens. Et donc, j'ai fini par arriver sur un sujet qui est en fait l'adaptabilité des nouvelles technologies et des systèmes d'information par les entreprises textiles habillement. Pourquoi j'avais choisi ce secteur? Parce que j'ai l'accès à l'information, tout simplement. Voilà, donc c'est pour ça que je me dis que je me retrouve en vous, parce que vous avez les doctorants ici, vous avez les DUT et les BTS qui sont là, et je suis content de partager avec vous mon parcours, et aussi les connaissances que je vais j'espère qu'ils seront utiles. Voilà, donc aujourd'hui je vais traiter un petit peu de tout ce qui est intégration, donc durable et intelligente des chaînes de la valeur. Alors je vais commencer par donner quelques petites définitions, parce qu'on parle toujours de chaîne de la valeur, mais est-ce qu'on sait exactement de quoi il s'agit? Vous savez, parfois, dans la littérature même, on peut trouver des définitions, des façons de voir un peu différentes. Donc je commence par une petite définition très simple. Une chaîne de valeur est composée de plusieurs chaînes, d'accord? Mais en fait, ça consiste en le développement, l'imagination, la création, la production et la distribution et la livraison de tout produit ou de tout service.
Donc quand on dit service, bien sûr la différence entre un produit physique tangible et un service, c'est que le service n'est pas tangible et souvent il est consommé sur place. Donc là vous voyez qu'on voit qu'il y a la partie recherche, design, conception, etc. Et cette partie-là on l'appelle design chain. C'est la chaîne qui s'occupe de la conception. C'est là où vous allez trouver des entreprises ou des personnes qui travaillent principalement dans la conception. À Tanger, par exemple, vous avez une entreprise qui s'appelle Polydesign. C'est elle qui a fait la conception de tout ce qui est garniture intérieure de toutes les voitures de chez Citroën, par exemple, et Peugeot, d'accord? Donc spécialisée dans la design chain. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas une supply chain, ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas partie d'une chaîne de la valeur. Toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, elles font partie d'une chaîne de la valeur, d'accord? Ou elles-mêmes, elles ont leur propre chaîne de la valeur. Ben, quand elles ont leur propre chaîne de la valeur, on parlera d'une chaîne de la valeur intégrée, d'accord? Le Komoulia, Chemoulia ou Tsakamoulia, si vous voulez. C'est une entreprise qui fait tout. On va parler un petit peu de la notion d'intégration après. Après, vous avez la supply chain, tout le monde connaît, on est là, autour justement de la supply chain, et souvent supply chain c'est principalement donc, la partie sourcing, achat, approvisionnement, voilà, tout ce qui va ramener les produits, les biens, les services à l'entreprise. Et puis après vous avez la partie opération, les Américains appellent ça operations, donc la partie fabrication, production, ça peut être aussi la production d'un service, hein. Une école comme la vôtre, ben, elle fait aussi, enfin c'est pas de l'approvisionnement, mais on va dire allez, recrutement des étudiants, puis après formation, évaluation, diplomation, donc finalement il y a aussi une chaîne de la valeur. Donc il y a une supply chain. Et puis après, vous avez forcément une partie de monde. Hein. Si vous êtes là, c'est que vous avez connu l'école par un moyen, hein, communication, etc., marketing, vente. Bon, c'est vrai que vous ne payez pas. Mais bon, en tout cas, il y a toujours une partie de mon chaîne. Donc cette partie-là, vous voyez, en fait, le marketing, la vente, la publicité, généralement, souvent, nous, on se spécialise quelque part. Vous allez faire quoi? Je vais faire marketing, je vais faire achat, production, distribution, d'accord? Mais en fait, vous avez aussi une autre chaîne qui s'appelle la chaîne de la valeur. Je vous montrerai après, si vous êtes intéressé, pour accéder à un cours gratuit qui explique un petit peu tout ça en détail. Parce que derrière chaque bloc, il y a d'autres sous-blocs, d'accord? Et bien, l'idée, c'est très très intéressant de distinguer entre ces différents blocs, ces différents éléments, pour pouvoir conceptualiser dans vos esprits, dans vos têtes, ce que c'est que la chaîne de la valeur, d'accord? Maintenant, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit l'institution, ça fait partie, c'est un maillon de la chaîne de la valeur. D'accord? Mais en même temps, lui-même, il crée une valeur. S'il ne crée pas de valeur, c'est qu'il ne sert à rien. Il ne doit pas exister. D'accord? Donc, je ne vais pas passer à certaines institutions ou administrations, par exemple. Parfois, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? D'accord? Bon, c'est pour les budgets. Après, on peut effectivement parler aussi de la digitalisation de cette supply chain. On peut parler justement de digitaliser les services, la demande, supply chain digitale, et j'en passe. Bon, je passe rapidement parce que c'est juste des petites définitions, et comme on est un peu limité par le temps, donc déjà 7 minutes qui sont passées. Donc là, je vais parler de quelques concepts et quelques principes d'économie. Très très facile, très très simple. Premier principe, on parle des économies d'échelle. Tout le monde connaît ça. Quand je fabrique de grandes quantités, les coûts sont baissés. On parle de groupage de transport, on parle de consolidation de flux. Tout ça, c'est dans l'objectif d'obtenir des coûts moins chers. Premier principe. Vous avez un deuxième principe qu'on appelle les économies de gamme. Alors, c'est quoi les économies de gamme? C'est que je ne peux pas faire des grandes économies sur des grands produits, sur des grandes quantités de produits, mais je vais le faire sur des parties du produit. Par exemple, prenez une bouteille d'eau, vous allez trouver que le bouchon sur la grande bouteille, la petite bouteille, c'est exactement le même. Ça permet justement d'acheter des bouchons en grande quantité, et donc on va faire des économies sur la gamme de fabrication du produit. Après, vous avez un autre élément qui est très important, ce sont les différentes économies, ce qu'on appelle le cost killing. Vous avez des spécialistes qui cherchent un petit peu à réduire les coûts partout, des contrôleurs de gestion aussi qui réduisent les coûts. Mais enfin, un truc qui est relativement nouveau, c'est ce qu'on appelle les économies de dématérialisation. Le fait de dématérialiser quelque chose, de la rendre virtuelle, ça permet tout simplement de réduire les coûts. Je vous donne un exemple. Si vous prenez une société, société bancaire, un organisme bancaire, qui va envoyer par exemple jusqu'à Guelmim des lettres de tous les clients, d'accord? S'il doit transporter chaque semaine toutes les lettres, ou chaque mois, il faudra un semi-remorque. On va supposer qu'une semi-remorque, ça coûte à peu près, de Casablanca à ici, on va dire 6 000 dirhams. Supposons que c'est 6 000 dirhams. Je peux rendre 6 000 dirhams, zéro. Comment je vais faire? Au lieu d'imprimer les lettres à Casablanca et de les transporter jusqu'à ici, généralement c'est à Rabat, jusqu'à ici, je vais les imprimer ici.
Oui, je vais les imprimer ici et je vais les distribuer. De toute façon, j'allais les distribuer. Alors, le fait de convertir ce papier en un fichier électronique et le mettre sur un serveur, ça voyage en zéro. Les transporteurs ne sont pas contents parce qu'ils n'aiment pas ça. Alors, la Poste a fait ça. Ils ont un truc qui s'appelle courrier hybride au Maroc. Hein. D'accord. Courrier hybride, c'est-à-dire vous avez des documents à envoyer, beaucoup grande quantité, pas la peine de les transporter par camion. On les transfère par fichier, on les imprime avec des partenaires locaux, etc. Vous voyez, ça fait une autre dématérialisation, ça fait un autre type d'économie. Donc c'est pour ça que je vous invite à commencer à réfléchir autrement. Sortez des modèles classiques qu'on voit partout, hein, du transport, la distribution, les ports, les aéroports. Il y a d'autres modèles qui sont en train d'arriver, donc il faut rester en veille. Bon, je passe rapidement sur ça. Maintenant, j'ai parlé de la chaîne de la valeur, j'ai parlé des principes d'économie. L'objectif, bien sûr, c'est de gagner de l'argent. Hein. J'espère que vous avez bien compris que le but, c'est de gagner de l'argent. Si vous êtes là, vous, les étudiants aussi, c'est pour gagner de l'argent. Pas maintenant, ou après. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes à la mauvaise place. Hein. Vous avez le droit de gagner de l'argent. Et vous devez gagner de l'argent. Donc l'objectif, c'est de gagner de l'argent, mais c'est aussi penser comment faire gagner votre entreprise pour pouvoir continuer. Je vous conseille de lire un livre qui est très très intéressant, qui s'appelle The Goal, le but. C'est une lecture obligatoire aux États-Unis et en Amérique du Nord. Et d'ailleurs, il est aussi sous forme de film. Hein. Et en fait, il explique que le but, c'est de gagner de l'argent et que tout ce que vous allez faire, ça va dans ce sens-là. Alors, je passe maintenant à ce qu'on appelle les principes d'intégration. Alors, vous avez d'abord ce qu'on appelle l'intégration verticale. C'est-à-dire que si vous prenez une entreprise, d'accord, quelque part sur sa chaîne de la valeur, ou sa supply chain, ben vous avez des exploitants, des fournisseurs. Bon, nous, généralement, dans les cours, on les représente de façon horizontale. En fait, on parle d'une intégration verticale. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amont et l'aval. L'amont, c'est comme la montagne. L'aval, c'est comme la vallée. Donc, c'est un petit peu comme l'eau qui descend, d'accord? Et les matières premières descendent et traversent toutes les entreprises jusqu'à arriver au client, au magasin. On parlera dans ce cas-là d'intégration verticale, d'accord? Ça veut dire quoi, intégration verticale? Si une entreprise dispose de toute la chaîne, je prends un exemple, Koutoubia par exemple, c'est ses propres fermes, d'accord, mais là aussi ses propres magasins, ses propres usines, donc elle est intégrée verticalement, d'accord. Des domaines, vous connaissez, c'est la même chose, ils ont leur propre ferme, ils ont même leur propre magasin, donc c'est une intégration verticale. Qu'est-ce que c'est que maintenant l'intégration horizontale? C'est quand une entreprise achète une entreprise similaire. Par exemple, supposons que Dendi achète Koutoubia ou vice-versa, donc ça s'appellera une intégration horizontale. Maintenant, avec la digitalisation, nous avons une nouvelle intégration qu'on appelle l'intégration digitale ou virtuelle. C'est-à-dire, en fait, on peut ne pas appartenir au même groupe, mais on peut se connecter nos systèmes entre eux, et on devient comme si on était la même entreprise. D'accord? On peut parler aussi d'intégration transversale, je vais y arriver. D'accord? Ça va? Vous avez me suivre? Très bien. C'est des concepts de base, mais qui sont très importants pour introduire le sujet que je veux vous montrer. Donc, le fait de mettre une couche, imaginez un peu, une couche digitale sur l'ensemble de la supply chain, ça fait que nous avons maintenant une intégration digitale ou virtuelle. Après, je vais parler maintenant des systèmes, d'évolution des systèmes. Vous allez essayer j'espère que je vais pouvoir vous faire passer le message et vous allez comprendre un petit peu qu'est-ce qui est en train de se passer. Pourquoi est-ce que tout le monde parle de beaucoup de choses, digitalisation, big data, IoT, etc. Mais en fait, c'est plein de petites choses, mais si vous ne les mettez pas à leur place, vous allez avoir des bribes et vous allez être tout le temps un petit peu perdu, d'accord? Mais le fait de les regrouper, c'est ce que je vais essayer de faire. Hein. Je ne prétends pas pouvoir gérer la complexité dans sa totalité, parce que le monde est très complexe, d'accord? Et l'industrie, il est encore plus. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, tout au début, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, les entreprises travaillaient toutes seules. Ça veut dire quoi, travailler toutes seules? C'est-à-dire que le cœur, c'était l'entreprise, d'accord? Et je vous assure qu'en fait, certaines entreprises, je prends un exemple, hein, moi je me rappelle très bien, quand j'étais petit, moi je suis issu d'une petite ville aussi, un peu comme Gulmim, et la centrale laitière ne rentrait même pas à la ville. Il fallait sortir, le Khamra, à la sortie de la ville, pour aller prendre le lait. Pourquoi? Parce que c'était la seule entreprise qui faisait ça. L'entreprise travaillait seule, on appelle ça single factory, il n'y a que moi. D'accord? C'était le cas de la centrale il y a quelques années. Maintenant, vous avez remarqué, il y a beaucoup de choses qui ont changé, Jaouda qui sont arrivés, et il y en a d'autres. Hein. En fait, ce qui s'est passé après, c'est qu'on a commencé à dire, ok, ben, on va intégrer tout ça. Et on a commencé à créer la notion d'une entreprise intégrée, c'est-à-dire qui va intégrer sa supply chain. Après quelques années, exactement vers les années 90, on a commencé à avoir la notion de value chain, de chaîne de la valeur et de réseau de chaînes logistiques. Donc, les entreprises se sont intégrées. Et donc, ce qui s'est passé
dans les dernières décennies, c'est que nous sommes passés à un autre modèle qu'on appelle des hubs intelligents. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans le secteur automobile, vous avez des hubs, c'est-à-dire en fait, ce sont des places de marché électroniques autour desquelles beaucoup d'entreprises sont connectées, des transporteurs, des entreprises industrielles, des sous-traitants, etc., et qui travaillent ensemble et qui collaborent ensemble avec des systèmes d'information très avancés. Maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes en train de passer à ce qu'on appelle des collaborations inter-hubs. Alors, je donne un exemple. Comment est-ce qu'un hub, par exemple, spécialisé dans l'automobile, avec un autre dans le textile, avec un autre qui fabrique des trains, avec un autre qui fabrique des avions, peuvent collaborer ensemble. Ben, vous prenez les sièges, par exemple. Dans les sièges, ben, vous avez un tissu. Ben, le hub textile peut travailler avec le siège, fabriquer des tissus pour l'automobile, pour les trains, pour les avions, etc. Et donc ça va permettre de faire quoi? Rappelez-vous, les économies d'échelle, les économies de gamme. Le même tissu, je vais le fabriquer pour tout le monde, en grande quantité. Après, je vais l'imprimer avec différents motifs, mais ça sera la base, va me permettre d'avoir des prix et des coûts pas chers. Vous savez, vos téléphones que vous avez aujourd'hui, ils coûtent pas cher. Pourquoi? Parce que c'est le même microprocesseur qui existe. Pratiquement, il y en a deux. Snapchat Dragon, un truc comme ça, ou Snapdragon, pas Snapchat, Snapdragon et un autre, je ne sais pas comment il s'appelle, mais en fait ce sont les mêmes puces qui sont, vos PC, vous avez tous du Intel, pourquoi? C'est sûrement ces économies d'échelle, parce que le même micro, la même puce, je vais la mettre dans une voiture, dans un ordinateur, etc. Et ça permet à des hubs de collaborer entre eux. Je vais demander aux organisateurs de baisser un petit peu le volume, Madame Chabel. Voilà, il n'est même pas là. D'accord. Alors, donc ça veut dire qu'à partir de là, nous avons commencé à voir un petit peu les scientifiques, les industriels, les associations qui ont commencé à s'intéresser à ce monde, et donc elles ont commencé à modéliser. Il faut voir une chose, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Le monde de la logistique et le monde industriel et ces concepts de logistique supply chain, ils ne sont pas nés dans les universités. Ils sont nés sur le terrain. Et c'est les universitaires qui sont en train de les développer avec les industriels, jusqu'à date d'aujourd'hui, que ce soit les technologies. Donc c'est très important d'écouter et de voir ce qui se passe, les associations professionnelles et autres. Alors, APIX, American Production Inventory Control Society, qui est devenu aujourd'hui la SCM, Association for Supply Chain, a développé un premier module de chaîne de valeur qui comprend plusieurs modules, le module score, le module décor, le module CC-Core. Tout ça, je ne peux pas vous expliquer tout ça en une seule fois, mais en tout cas, c'est juste pour vous donner des bribes et des flashs pour que vous puissiez vous y intéresser. En tout cas, vous allez voir la présentation, vous allez pouvoir faire des recherches dans ce sens-là. Après, nous avons aussi l'évolution des systèmes d'information. Nous avons la même chose. On a évolué depuis un ordinateur. Moi, j'ai commencé à utiliser l'ordinateur depuis 1983. C'était juste un petit bloc. Hein, donc, j'avais travaillé avec des disques durs, il n'y avait pas de disque dur. Enfin, des ordinateurs sans disque dur, de disquettes et tout ça. Mais ça a évolué petit à petit. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'ère du digital, l'ère de l'intelligence artificielle, etc. Vous voyez que l'informatique, ça évolue d'une façon extraordinaire. Et justement, c'est grâce à l'informatique qu'on a créé le concept de supply chain, parce que c'est ça qui a permis aux entreprises de se connecter entre elles. Et donc, finalement, les deux vont ensemble. Plus les systèmes d'information se développent, plus la supply chain, la chaîne de la valeur se développe. Et si on peut parler aujourd'hui de supply chain intelligente, c'est grâce justement à cette intégration SI et avec le fait de greffer des intelligences dessus qui va permettre de pouvoir mieux contrôler ou mieux faire évoluer ces supply chains vers des supply chains intelligentes. Alors, nous avons donc la même chose. Aujourd'hui, nous avons des cartographies des systèmes d'information de plus en plus complexes, c'est-à-dire qui couvrent toute la supply chain, qui couvrent la partie fournisseur jusqu'au client et qui couvrent aussi bien les achats, la production. Vous avez des solutions comme le PLM, Product Life Cycle Management, pour le développement produit, des solutions MES, Manufacturing Execution System, des solutions Supply Chain Execution, des solutions Customer Relationship Management, SRM, Supply Chain Supplier Relationship Management. Vous avez un tas de solutions qui communiquent entre elles et qui sont déjà intégrées. Et grâce à l'intelligence artificielle, on va encore les rendre plus puissantes et plus fortes. Vous avez par exemple une solution qui s'appelle des APS. Vous avez tout en haut, Supply Chain Management Solution, APS, Advanced Planning and Scheduling. Ce sont des solutions qui utilisent l'intelligence artificielle pour pouvoir travailler sur des plannings très avancés. D'accord? Vous allez dormir chez vous et lui il est en train de faire le planning et le lendemain, tout le planning avec toutes les possibilités. Hier, avec certains profs, on parlait de planification des cours, ils peuvent vous faire ça très rapidement, d'accord? Alors, après, nous avons aussi une autre chose très intéressante, le système de management de la qualité. Vous savez, les procédures et tout ça. Parce que c'est ça qui fait travailler une entreprise. Même ça, ça a évolué d'une façon extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans cette entreprise qui s'appelle Thomson, qui était la première entreprise à être certifiée au Maroc, ISO 9001, version 87. J'ai eu la chance de suivre la norme
jusqu'à ce que je suis devenu moi-même auditeur de cette norme en 2018, avec la version 2015. Et ce qui a changé, c'est que ce que vous voyez en bas, on est sur le produit, on est passé au processus, on est passé à l'organisation, on est passé à la performance des processus, performance de la société. Et après, il y a eu l'arrivée des risques. Donc la version 2015, c'est surtout des risques. Maintenant, croyez-moi, la nouvelle version va prendre en considération toutes ces nouvelles technologies qui sont en train d'arriver, etc. Sachant que nous sommes aujourd'hui, et je tiens à le préciser, c'est très très important, jadis on était dans une ère où en fait on produisait, hein, on était dans un mode push, puis après on est passé à just in time avec Toyota et le toyotisme, et puis avec l'arrivée de la crise 2008-2010 et l'arrivée du corona, nous sommes entrés dans l'ère du risque, l'ère du just in case, au cas où. Vous devez tout le temps être prêt. Et donc je vous dis aussi à vous les jeunes, vous devez tout le temps être prêt. Vous ne devez pas dire moi je vais me spécialiser sur quelque chose, vous devez être de plus en plus généraliste. Moi je dis souvent qu'en fait les médecins, je salue ici Dr Benelli qui est un médecin avec nous, je pense que c'est le seul, et ils commencent toujours, comment dire, généralistes, et ils finissent spécialistes. Nous c'est le contraire. On commence spécialiste en transport, en production, ce que vous voulez, et on termine généraliste. Parce qu'au bout d'un certain moment, vous allez voir que vous êtes obligé de connecter les finances, la comptabilité, la production, la qualité, la sécurité, la durabilité. Tout est connecté finalement. Donc pour pouvoir effectivement devenir un bon manager ou devenir un bon chercheur aussi, vous êtes obligé de sortir, parce qu'en fait un chercheur, c'est quelqu'un qui va étudier beaucoup sur très peu de choses, sur une chose bien particulière. Mais vous ne pouvez pas rester tout le temps dans le détail. Le diable réside dans le détail, comme on dit. Mais en fait, à un certain moment, il faut toujours avoir une vision, moi je dis comme Superman, hein. Il monte en haut, il voit une vision globale, et il voit un problème quelque part, ou quelque chose qui mérite la recherche, il descend, et il revient. Il est obligé de faire ça. J'espère que les métaphores vous parlent, d'accord? Donc après, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Avec le management de la qualité, on a sorti ce qu'on appelle des cartographies de processus. Là, c'est le plus générique. Hein. Et puis après de ces cartographies, il ne faut pas voir qu'il n'y a que cette couche. Parce que derrière les cartographies, dans chaque élément, vous voyez l'élément en vert, l'élément multicolore et l'élément bleu, chacun, il y a des sous-éléments. Une entreprise, c'est très complexe. Il ne faut pas croire qu'il y a des directeurs et quelques personnes qui travaillent. Non, c'est des processus, des sous-processus, etc. Et donc cette complexité, on peut y aller avec des niveaux jusqu'à descendre à ce qu'au poste, aux consignes, hygiène, sécurité, qualité, etc. Qu'est-ce que chaque opérateur doit faire? Et donc je suis obligé d'intégrer tout ça. Donc la démarche est globale. Alors maintenant, vous avez aussi cette notion de risque. Donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que le risque, là vous avez remarqué que le risque il a évolué. Et je suis en train de parler des étapes exactement comme on l'avait pour les systèmes d'information, comme on l'avait pour la supply chain. Nous avons des évolutions. On appelle ça des maturités, des niveaux de maturité. D'accord? Plus l'entreprise avance dans sa gestion, dans son management, dans son intégration, plus elle passe à un niveau de maturité supérieur. Donc, finalement, revenons au supply chain. Les supply chains, on peut les voir de plusieurs façons, parce que finalement, on ne parle plus de supply chain, c'est déjà dépassé. On parle de supply chains avec un S, parce que ce sont des réseaux de supply chain. Il n'y a pas une entreprise où il y a un seul fournisseur, un seul producteur, un seul client. Toutes les entreprises travaillent en concurrence avec plusieurs clients, plusieurs fournisseurs. Donc nous avons des réseaux de chaînes logistiques. Et ces réseaux de chaînes logistiques, on peut les voir. Ça peut être un port, un aéroport. Vous voyez, un port, un aéroport, c'est juste un maillon, c'est juste un élément, c'est un nœud. C'est pas plus que ça, mais il a sa propre valeur ajoutée, il a son importance, d'accord? Bien sûr, le problème de la supply chain, de la logistique, c'est que chacun, il croit que c'est lui l'élément le plus important. Non, le plus important, ça reste le client, et le plus important, c'est de gagner de l'argent. Maintenant, peu importe où est-ce qu'il est votre client, débrouillez-vous pour mettre en place les moyens et les choses nécessaires pour pouvoir l'atteindre, et utiliser toutes les ressources possibles. Donc l'idée, c'est que je peux avoir effectivement des problèmes dans les nœuds, alors les nœuds, ce sont les entreprises, les institutions, et même dans les liaisons, ça peut être une route, ça peut être un parcours ou une traversée, tout à l'heure on parlait de risques, de piratage et tout ça, il peut y avoir des risques dans les liaisons, d'accord? Donc je dois les connaître et les identifier. Donc finalement avec ça, on a sorti aussi des modèles. On a sorti des modèles, bien sûr les universitaires, les scientifiques, des modèles de gestion de risque au sein de la supply chain. Risque de la demande, risque de la partie... je vais prendre 5 minutes encore de plus. Risque de supply, risque du réseau lui-même, hein, risque informatique, cyber-attaque et tout ça. Donc je peux avoir effectivement une cartographie méta-risque dans laquelle je regroupe tous les risques possibles que je dois analyser, pas seul. Ça se fait pas, ça se fait en collégial. Vous devez aussi utiliser l'intelligence collective. Vous pouvez pas travailler tout seul et croire que vous êtes le génie. Il n'y a personne qui peut tout maîtriser. Moi, je travaille sur des missions. Parfois, je suis avec 15, 16, 20 personnes.
dans des spécialités pluridisciplinaires, pour pouvoir avoir des visions très, très complètes, etc. Donc là aussi, nous avons des cartographies de risques. Donc il y a des entreprises, là c'est le conseil de la supply chain, le SCC, ça s'appelle Supply Chain Council, qui a créé ce modèle-là, qui s'est développé. Il y en a d'autres qui ont créé un modèle beaucoup plus complexe, basé sur un modèle d'audit et de contrôle de gestion qui s'appelle le modèle COSO, et on l'a adapté pour la supply chain, avec des risques au niveau physique, au niveau processus, au niveau institution, et avec l'application de la norme à 31 000, et puis après de l'autre côté, vous avez la supply chain. À quel niveau de la supply chain il y a des risques? À quel niveau est-ce que c'est de risque opérationnel? Est-ce que c'est un risque sur une machine? Ça peut être un camion sur lequel il y a des problèmes de frein, par exemple. Donc c'est un risque physique, etc. Donc là, c'est aussi toute une démarche très très lourde, hein, mais très 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 pertinente. Donc l'idée, c'est que je n'ai pas que la maturité sur la partie supply chain, mais aussi sur d'autres choses. Là, j'ai une autre maturité qui est celle de la gouvernance, ce qu'on appelle le GRC, Governance, Risk and Compliance, le risque, la conformité. Et alors, quand on parle de conformité, de quelle conformité on parle? Justement, la conformité, elle regroupe plusieurs éléments. Ça peut être conformité sociale, environnementale, fiscale, social, économique, ce que vous voulez. Donc c'est tout un monde, et la gouvernance est là aussi pour pouvoir gérer tout ça. On peut parler également de maturité, la durabilité, sustainability. Alors justement, la durabilité, il y a des niveaux de maturité dans la durabilité. Et on peut effectivement résumer ça, parce que d'abord, il faut qu'on définisse ce que c'est que la durabilité. La durabilité, souvent, on parle de green, du verdissement des métiers. C'est pas ça la durabilité. C'est pas moi qui l'ai défini, hein. Ce sont les Nations Unies qui ont défini la durabilité comme, effectivement, d'abord il y a 3 piliers, le pilier environnemental. Donc il faut que l'entreprise dure économiquement d'abord, parce que s'il ne dure pas, s'il ne gagne pas de l'argent, il ne va pas durer, d'accord? Il faut qu'elle crée des emplois, qu'elle crée de la richesse. Puis après, côté environnement, il ne faut pas qu'elle bousille l'environnement, il ne faut pas qu'elle crée des problèmes au niveau environnemental. Et puis après, au niveau sociétal, il faut que l'entreprise soit capable de créer des emplois, de favoriser un certain climat. Regardez la ville, par exemple, de Taloudent, c'est une ville qui vit presque aujourd'hui grâce à Geouda. On le voit, je suis parti là-bas, on sent que c'est une entreprise très présente qui a développé la région. Mais en fait, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs types de façons de voir la durabilité. La durabilité faible, c'est comment faire pour avoir à maximaliser les liaisons entre les 3 piliers. Mais la vraie durabilité, c'est qu'une économie, on a une entreprise, une entreprise qui développe une économie dans un milieu environnant, d'accord? Il faut que ça soit très, très cohérent. Donc l'idée, c'est que tout ça, on a parlé des maturités des systèmes, c'est très bien. Maintenant, où est-ce que je vais arriver? Justement, le but de cette présentation, c'est qu'on va prendre tous les niveaux de maturité, d'accord? De toutes ces choses-là, il faut qu'on les combine ensemble. Une entreprise ne peut pas travailler seulement son système d'information sans avoir une bonne supply chain. C'est comme si vous avez quelqu'un qui est hyper intelligent mais qui est handicapé. Une entreprise ne peut pas avoir une très bonne supply chain avec des camions extraordinaires et sans système d'information, sans gouvernance. C'est comme si vous avez quelqu'un qui est très fort mais qui est fou. Oui, donc ça ne sert à rien. L'idée, c'est quoi? C'est de combiner tout ça. Et là, je vais faire... j'ai pris juste 6 couches. Hein, donc, je suis en train sur un système 6 couches. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres couches. Hein. Moi, je connais la communication, la partie aussi humaine aussi, à laquelle il faut s'intéresser. Donc, toutes ces couches travaillent ensemble. Vous avez par exemple la partie digitalisation, qui est dans la partie système d'information, flux d'information, et les solutions et architecture digitale. C'est-à-dire, quel système d'information je vais mettre, les gens qui travaillent, qui sont loin, comment je vais les connecter, les acheteurs ou les vendeurs, est-ce qu'ils ont déjà acheté des petits terminaux, etc. Mais l'idée la plus intéressante, c'est de pouvoir comparer ça avec un corps humain. Alors, cette analogie, je suis content que le docteur Kstani est avec nous, parce qu'il va nous corriger. En fait, un corps humain, on croit que c'est ça, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe. D'accord? C'est beaucoup plus complexe que ça. Et en fait, il y a plusieurs couches. Le squelette, le système cardiovasculaire avec des veines et des artères, le système lymphatique, le système nerveux, la musculation et la peau comme nous on voit de l'extérieur. Mais en fait, toutes ces choses sont liées entre elles. Et souvent on croit que nous, l'intelligence, elle est là. L'intelligence n'est pas que là. Elle est là, mais elle est partout. Chaque cellule d'entre nous, en nous, est intelligente. Elle est capable de se réparer. Quand on parle de résilience, mon chat, il m'a griffé la dernière fois, ça s'est réparé tout seul. Je ne suis pas parti voir un médecin, j'ai rien mis. C'est une vraie résilience. Tout seul.
Ça veut dire qu'en fait, nous sommes déjà un système hyper complexe et très très intelligent. Et l'idée, c'est d'essayer de se rapprocher de ce modèle en mettant plusieurs couches, d'accord, et aussi de voir comment ces couches peuvent interagir. Mais tout à l'heure, j'ai parlé de plusieurs intégrations, mais cette fois, cette intégration, on la veut différente. En fait, quand on prend la chaîne de la valeur, c'est ce modèle qui a été inventé par M. Michael Porter, sachant que monsieur, qui est en fait un éminent consultant, un éminent prof du MIT, mais en fait, le vrai inventeur du concept de la valeur s'appelle Dr. Miles, qui lui a travaillé chez General Electric, puis a été repris par les Japonais, et puis revenu aux États-Unis. D'accord? Ça s'appelle de value engineering, de value management. Et en fait, quand on prend ça, on lui applique à la chaîne de la valeur, cette analyse de la valeur, on sort avec justement cette liaison. Parce qu'en fait, on va essayer de voir comment les systèmes sont liés entre eux. Et en fait, une fois qu'on termine, l'idée c'est quoi? C'est de ne pas voir d'une façon verticale ou horizontale, mais de voir d'une façon transversale. Comment ces différentes couches communiquent entre elles. Comment les rendre intelligentes. Comment rendre chaque département capable de prendre un certain type de décision. Je vous donne un exemple. Quand vous brûlez, vous croyez que c'est votre cerveau qui a donné l'ordre? Quand vous piquez, votre main elle se retire. Qui c'est qui lui a demandé de se retirer? C'est le système nerveux, ça se passe au niveau de la moelle épinière. Mais en fait, ce réflexe, je ne suis pas obligé d'aller dire à mon cerveau, je vois que je me brûle. C'est vrai, vérifie, c'est déjà trop tard. Je prends une décision sur place, locale, parce que je dois sauver. Là, supposons qu'il y a un problème qui arrive maintenant, on va tous courir. Hein. On ne va pas poser la question, madame, est-ce qu'on peut sortir? Non, on va sortir. D'accord? Parce qu'on doit prendre des décisions à certains moments. C'est pour ça que l'intelligence n'est pas forcément centralisée. Elle doit être centralisée et décentralisée. D'accord? Dans la gouvernance, elle doit être centralisée, c'est sûr. Bon, en tout cas, j'essaie un petit peu de créer donc, cette métaphore pour essayer d'expliquer les choses. Et justement, l'objectif de ça, c'est que ça va permettre à ces supply chains de devenir beaucoup plus agiles, beaucoup plus intelligentes, d'accord? Parce qu'on les a étudiées autrement. Et ça va permettre aussi, justement, de développer ce modèle-là, qui n'existe pas encore. Hein. Mais enfin, vous allez faire des recherches, vous allez trouver, en fait, on commence à parler des modèles transversaux, mais souvent, quand on parle des modèles transversaux, ce sont des entreprises qui vont acquérir d'autres entreprises, par exemple, mais qui ne sont pas du même secteur. Par exemple, la digitalisation, j'ai besoin de me faire digitaliser, je vais acheter une entreprise qui, elle, fait de la digitalisation ou fait de la transformation digitale. Mais en fait, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est en fait concevoir des vrais modèles très complets, d'accord, et très intelligents, mais bien pensés, mais pas avec une intelligence collective. Tout le monde doit penser système. En même temps, je reviens vers les jeunes. L'idée, c'est de vous dire aussi que le monde du management est immense, d'accord? Mais en fait, vous êtes obligé de connaître, d'avoir un minimum de connaissances, un petit peu partout. Ne dites pas, non, moi, ça ne m'intéresse pas, la durabilité. Moi, je suis beaucoup plus économie. Non, vous êtes obligé de vous intéresser. On va parler d'économie bleue, économie verte, économie digitale. D'accord? Donc, en fait, oui, vous êtes obligé de vous intéresser un petit peu à tout. Voilà, j'espère, j'étais un peu lent, je suis désolé, mais en tout cas, j'espère que c'était très intéressant et je vous remercie pour